Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer trois choses en trois parties. La première, comment investir de manière sereine et de manière performante en bourse. La deuxième, je vais te parler un peu d'économie et de la fameuse dette française et comment on peut tout simplement, on va dire, acheter de la dette, hein, comment peut-on investir dans la dette, notamment française. Et troisièmement, je vais te donner des petites astuces perso afin que tu puisses faire des économies, des astuces qui marchent, hein, pour ma part. Ça risque de déplaire à certains. Néanmoins, je pense que c'est important de vous expliquer tout ça. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner en cliquant notamment en bas à droite ou sous cette vidéo. Cliquez sur le pouce bleu, le pouce vers le haut. Je t'en remercie. Plus vous cliquez sur le pouce, plus la vidéo elle est vue, plus la vidéo elle est partagée, elle est suggérée par YouTube. Ça me donne la force pour continuer, surtout si c'est du contenu qui plaît et donc ça valorise mon travail. Merci de ton soutien. Alors, premièrement, je vais parler de la bourse et d'une méthode d'investissement. Quand j'ai commencé la bourse, on m'a proposé deux méthodes pour investir. Mes potes qui étaient déjà en bourse, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, via les ETF, il y a on va dire deux méthodes, hein. Elles sont assez connues, hein. Donc il y a la première méthode simple où bah tu achètes des actions ou des ETF tout simplement quand tu le souhaites, au prix que tu souhaites. Donc c'est, on va dire, la méthode normale, elle n'est pas vraiment réfléchie, il n'y a pas de stratégie, c'est au feeling, à l'instinct, quand tu souhaites tout simplement investir. Et la deuxième, c'est la méthode DCA, Dollar Cost Averaging. Que signifie ce terme? Eh bien, c'est un terme tiré de l'américain, il me semble, hein, d'où on parle de dollar, hein, Dollar Cost Averaging. Pour faire très simple, au lieu de mettre tout ton pognon d'un coup en bourse, sachant que tu as peu de moyens, eh bien, tu peux mettre des petites sommes régulièrement chaque mois sur les actions, titres et ETF que tu souhaites avoir en portefeuille. Alors, je m'explique. Par exemple, tu veux investir sur un ETF World, donc un tracker boursier qui va refléter le MSCI World, par exemple, et donc, entre guillemets, l'économie boursière mondiale. Donc c'est un indice proposé par la société MSCI. Et ben, au lieu de mettre 10 000 € d'un coup sur cet ETF et d'attendre de voir ce qui se passe, eh ben, tu pourrais échelonner tes achats en mettant, par exemple, 100 € par mois sur cet ETF. Tu peux faire la même chose sur des actions, si ton épargne le permet, bien sûr. Et donc, en fait, plutôt que de sortir une grosse somme d'un coup, tu sors une petite somme tous les mois ou toutes les semaines ou tous les 2 mois, enfin, à la fréquence que tu veux. Personnellement, je suis pas pour. Je suis pas pour, pourquoi? Parce qu'en fait, statistiquement, ça a été prouvé. Lorsque l'on agit ainsi, euh, en fait, la performance, elle va être moins bonne que si tu faisais un gros achat, envoyer un gros ordre. Bah, pourquoi? Tout simplement, c'est simple. Il faut savoir que ceux qui investissent selon la méthode DCA, en fait, ils se sont imposés une certaine rigueur, une stratégie en disant, tiens, je touche, je mets 1 000 € de côté. Sur ces 1 000 € de côté par mois, je vais mettre 100 € par mois sur tel titre ou telle action ou tel ETF, tel produit financier. Vous allez voir, c'est la même chose que au versement de PEL et autres dans votre banque, hein. Et justement, donc c'est peu douloureux et vous continuez à investir régulièrement. Donc a priori, c'est une bonne solution. Pourquoi en bourse, ce n'est pas la meilleure solution? Et c'est pour ça que je suis contre. Tout simplement parce qu'en fait, vous prenez une action A qui vaut, par exemple, en septembre 10 euros.
Donc vous en achetez 10, ça fait 100 euros plus les frais de courtage sur 100 euros, donc on va dire 100 euros, j'exagère, d'accord? Le mois d'octobre, cette même action A, elle va valoir par exemple 11 euros. Vous allez en acheter, vous allez me dire, bah, du coup 9, parce que ça fera 99 euros, donc ça vous fera peut-être 100 euros de frais. Et puis au mois de novembre, elle coûtera 102 euros et vous en achèterez, euh, euh, pardon, 12 euros, excusez-moi, et vous en achèterez par exemple 8 ou 9. Tu fais le calcul, tu rajoutes les frais, d'accord, hein. Là, on n'est pas là pour faire des calculs, mais c'est pour te faire comprendre que le prix varie au cours du temps et que du coup, toi, tu essayes d'investir toujours la même somme chaque mois, hein, comme ta stratégie te l'impose, ta stratégie DCA. Par contre, tu auras remarqué que à chaque fois, tu payes des frais septembre, octobre, novembre, tu peux continuer en décembre, janvier, etc. Alors bien sûr, quand l'action va chuter, l'action A va valoir, je te dis une bêtise, 95 euros, et ben 9,50 €, excusez-moi, 9,50 €, on reste toujours sur une base de 10 euros, 9,50 €, eh ben tu vas pas en acheter 10, tu vas en acheter plutôt 11 ou 12. Tu vas payer des frais annexes, des frais liés au courtage, et donc tu auras payé en gros sur 5 mois, par exemple 4-5 mois, tu auras payé 5 fois les frais de courtage, élevés parce que tu auras, selon ton courtier, euh, acheté avec des petits ordres. Et en général, les courtiers, ils aiment pas ça, ils aiment acheter avec des gros ordres, hein. C'est comme quand tu vas au supermarché, hein, si tu achètes 10 kilos de patates, tu vas sûrement le payer moins cher que si tu achetais 1 kilo de patates. Et ben voilà, ils aiment bien quand on achète en gros. Donc tu diminues tes frais quand tu achètes en gros. Et ça, c'est commercial, c'est universel. Et en plus, tu n'es pas assuré d'avoir une meilleure performance en lissant, en achetant chaque mois, par rapport à si tu avais tout acheté au moment où tu es rentré en bourse, que ce soit septembre, octobre, on s'en fiche. Parce qu'en fait, quand tu fais ça en général, tu es plutôt investisseur long terme, tu n'es pas un trader qui va revendre dans la journée. Tu fais ça sur une durée très longue d'investissement. Donc, par exemple, 5 ans comme moi sur le PEA. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Là où je veux en venir, je veux pas mettre de chiffres, je te dis c'est simple. Quand tu as une somme que tu décides de vouloir la mettre en bourse via telle action ou tel ETF, c'est ton choix hein, personnel, hein, j'incite personne à faire quoi que ce soit, eh ben moi je trouve, c'est ma vision des choses, qu'il est préférable de mettre tout simplement les 1000 euros d'un coup sur le produit en question. Comme ça, tu paieras moins de frais, donc de l'ordre par exemple de 0,1% de frais liés de courtage plutôt que 0,5%. Hein, je te laisse faire le calcul. 1000 euros, 0,1%, ça fait 10 euros. Euh, non, pardon, ça fait moins, ça fait 1 euro. Alors que si tu es à 0,5%, ça te fait 5 euros. D'accord? Sur 1000 euros. Donc déjà, tu vas me dire, oui, mais c'est pas grand-chose. Oui, mais ça bouffe, ça grignote ta performance au fil du temps. Donc, il faut en tenir compte. Et si tu fais ça tous les mois, eh ben, c'est pas 1 euro que tu vas payer en frais, mais plutôt 5 plus 5 plus 5. Enfin, t'as compris le truc, d'accord? Et donc, déjà ça te fait diminuer ta performance. Et donc, tu vas me dire, ah, mais je comprends pas, j'ai une performance en dessous de l'indice boursier, etc. Oui, parce que tu as échelonné. Donc, après, ton épargne te permet peut-être pas de mettre d'un coup 1000 euros. Et ça, je peux le comprendre. Donc, c'est pour ça aussi que beaucoup le font. Parce que c'est plus simple, tu peux même le programmer. Aussi, il y a les courtiers, ils t'incitent à faire ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je te l'ai dit, ils gagnent plus de frais. Tu leur payes plus parce que tous les mois, tu leur verses un petit quelque chose pour faire cet ordre. Tu les fais travailler. Donc, c'est normal qu'eux, ils favorisent cela. C'est normal que beaucoup proposent cette solution, cette stratégie d'investissement. En tout cas, si tu en as les moyens ou si tu as déjà une somme définie, par exemple, tu sais que alors, je vais exagérer, mais que tu as envie de mettre 10 000 euros d'un coup sur tel truc et tu sais que tu veux plus y toucher, tu veux laisser couler, c'est comme quand tu achètes un appartement. Tu mets par exemple 50 000 balles dans un appartement, tu l'achètes pas de manière échelonnée, tu lâches d'un coup. Alors si, tu fais un prêt, mais bon, l'achat, il a été fait, le vendeur, tu le payes pas mois par mois. Tu fais appel à ta banque pour que lui, tu le payes mois par mois. Mais le vendeur qui te vend le bien, tu lui donnes tout de suite les 50 000 euros. Et ben là, c'est pareil. En fait, toi, tu donnes d'un coup la somme que tu souhaites investir, si tu peux le faire, bien sûr. C'est pas tout le monde qui peut le faire.
Et puis tu regardes et tu verras que sur des produits d'investissement long terme, type ETF, ou voilà, c'est intéressant de justement les garder longtemps pour avoir une belle plus-value, hein, et peut-être même la refiler à tes enfants, mais ça j'en reparlerai dans une vidéo, tout ce qui est succession, tout ce qui est processus successoral. Donc voilà pour la première partie sur la méthode entre guillemets classique et la méthode DCA. Je suis personnellement pour la méthode, on va dire, classique où tu investis, on va dire, massivement d'un coup pour justement, quand tu es sûr de toi, diminuer notamment tes frais et tu peux regarder sur toutes les sources que tu trouveras sur Internet, tu feras un meilleur rendement, une meilleure performance. Par exemple, avec la performance lissée du DCA, tu auras par exemple 8% par an de performance, alors qu'avec la stratégie, on va dire classique, où tu rentres une seule fois sur le titre avec une grosse somme, entre guillemets, et tu laisses couler, et ben il est fort probable que tu aies du 10, 11, 12% par an. Voilà, donc ça fait cogiter quand même. Et moins de frais, et moins de frais. Parce que là, je te parle en performance du titre, mais aussi, il faut enlever les charges, les frais de courtage. Et là, forcément, tu es gagnant en ne faisant qu'un seul ordre, plutôt que 10 ordres, ou 12 ordres si tu es sur une année. Voilà pour la première partie sur l'investissement. La deuxième partie, elle va concerner la dette française. Alors, personnellement, en tant qu'investisseur français, en tant que citoyen français, j'entends régulièrement la dette française, il faudra payer la dette, il faudra rembourser cette dette. Depuis tout petit, j'entends ça, à travers mes parents et maintenant à travers moi. Voilà, la dette française, elle est de plus en plus grande, plus de 100% du PIB. Vous avez des mecs comme Marc Toiti qui parlent régulièrement sur leurs vidéos, qui alertent le monde entier là-dessus sur la gravité de la situation, que le gouvernement nous ment, etc. hein, vous avez vu, je suis sûr que ceux qui regardent mes vidéos, ils ont dû forcément entendre parler de Marc Toiti. Hein, c'est un économiste connu français, qui est bien connu sur YouTube. Bref, j'ai regardé moi aussi certaines vidéos, moi ça me gonfle un petit peu parce qu'en fait il est toujours alarmiste et que c'est toujours la même chose qu'il présente hein, sous différents diaporamas. Donc vous regardez une ou deux de ses vidéos et après c'est du recyclé hein, personnellement. Hein. Désolé Marc, mais voilà moi ça me gonfle un petit peu et puis je suis quelqu'un de plutôt d'optimiste et perso ça me plombe de voir tes vidéos même si je me doute que tu as probablement raison et que les chiffres te donnent raison et que le gouvernement français, ben, il fait pas ce qu'il faut pour nous sortir de cette galère. Fin de la parenthèse Marc Toati, donc la dette française. Donc la dette française, bah déjà, c'est quoi? La dette française, c'est en gros plus de 3000 milliards d'euros. Ça correspondrait à plus de 110% du produit intérieur brut. Et dernièrement, ça a flambé, notamment avec la crise Covid, entre autres. Bon, je suis pas là pour parler du gouvernement et des décisions qui ont été prises. Je suis là pour t'expliquer en gros ce que c'est la dette. La dette, en fait, c'est la dette française, c'est une dette d'État. Comment je l'ai compris? Hein. C'est une dette d'État où justement l'État français, à un moment donné, alors il me semble que c'est en partir de l'année 1540, donc déjà, tu vois, ça a 500 ans au moins hein, de ce qui est décrit, de ce que je retrouve sur Internet. Il y a eu des hauts et des bas, hein, notamment avec une dette en 1944 atteignant 290% du PIB, hein, c'est ce que je retrouve sur Wiki. Bon, voilà, donc ça date pas d'aujourd'hui. Là, actuellement, on est proche des 110,6% exactement du PIB. Un PIB, je le répète, c'est produit intérieur brut. Et donc, la question suivante que je me suis posée, c'est par rapport à cette dette, c'est à qui doit-on cette dette française? Hein? À qui? À qui doit-on tout ce pognon là, ces 3000 milliards d'euros de dette française? Eh bien, j'ai cherché pour vous. Donc déjà, il y a le site économie.gouv.fr, hein, donc qui donne une réponse, on va dire officielle, et il marque qui sont les investisseurs étrangers qui détiennent la dette française? Ils répondent l'Allemagne est à 53%, l'Italie et l'Espagne à 44%. Donc ça, c'est la réponse simple
que Google me fournit via ce site economy.gouv.fr. Et donc, il y a un autre site qui s'appelle viepublique.fr. Et lui, la question c'est qui est propriétaire de la dette française? Les obligations assimilables du Trésor, donc OAT, vous verrez quand vous regardez le BFM, tout ça, vous voyez OAT 10 ans, OAT 25 ans, c'est ça, c'est obligations assimilables du Trésor. Ça représente 93% de l'encours total de la dette. Elles sont détenues à 51% par des non-résidents, alors que les bons du Trésor à taux fixe, actuellement c'est 7% de l'encours total, sont détenus à 91% par des non-résidents. Qui sont les créanciers de la dette de la France? Qui sont les créanciers de la dette de la France? Selon l'AFT, c'est l'Agence France Trésor. La dette française est détenue quasiment, à part égale, par des investisseurs résidents, entre parenthèses assureurs, banques, gestionnaires de fonds, etc. Et des investisseurs étrangers. Et ça, cette info, elle date de 28 mars 2023. Je vous mets également ici un camembert pour vous illustrer qui détient la dette française au premier trimestre 2023. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plus de la moitié, ce sont des non-résidents qui sont créanciers de la dette française. Il y a également les compagnies d'assurance françaises qui représentent 12,2%, les établissements de crédit français 7,1%, autres, donc des Français 27,8%, et enfin en vert, c'est pas affiché ici, c'est l'OPCVM français 1,6%. Ce qui m'amène à la question suivante. Quelle est la plus grosse dépense de l'État? Donc là, toujours économie.gouv.fr qui répond de la manière suivante. Hormis les remboursements et les dégrèvements d'impôts, restitution de crédits d'impôts et allègement d'impôts, la plus coûteuse, pardon, est celle de l'enseignement scolaire qui absorbe 74 milliards d'euros. Et donc, si je reviens sur le fameux camembert où je vous explique qui serait détenteur de la dette française, notamment la plupart, plus de la moitié seraient des investisseurs étrangers, donc ça c'est vrai parce que je me rappelle une fois à la radio, il y avait une femme, elle expliquait qu'elle disait, elle voulait acheter de la dette française, puisqu'elle avait comme moi entendu régulièrement qu'il y avait de la dette française. Et ben elle avait appelé directement les finances publiques en disant, voilà, je voudrais mettre 100 euros pour payer la dette française. Et à l'époque, apparemment, les finances publiques lui ont répondu, c'est pas possible, madame. Donc, vous vous rendez compte, voilà, on nous dit il y a la dette, il y a la dette, faut rembourser la dette, on va piquer peut-être l'épargne des Français via le livret A, etc. Donc on nous fait peur et tout et tout. J'ai pas dit que ça n'arrivera jamais, hein, mais voilà, il y a cette idée qui trotte dans la tête du gouvernement depuis longtemps, hein, l'épargne des Français, le livret A, etc. Comment faire pour réduire cette dette? Comment réduire cette voilure? Augmenter les impôts, par exemple. Hein. Oui, ça faut savoir que les obligations d'État, pourquoi les gens investissent dans les pays, et ça serait plus sûr que les entreprises, bah, tout simplement parce que l'État a le pouvoir d'augmenter les impôts s'il le souhaite, et donc ça offre une certaine garantie à tous ces investisseurs, notamment étrangers, qui prêtent de l'argent à la France. Donc, moi qui suis actionnaire, qui suis français, qui aimerait aider mon pays, je ne peux pas acheter directement de la dette française comme cette auditrice à la radio. Donc, comment faire? Donc, je vous l'ai dit, le camembert représentait notamment des banques. Et donc, si vous allez sur l'agence france-trésor.gouv.fr, ils disent que c'est possible d'investir dans les obligations d'État français. Alors, j'ai regardé, donc si vous allez sur le site aft.gouv.fr, il y a ce qu'on appelle les OAT aux particuliers. Et donc, je vous le lis pour vous. En partenariat avec Euronext et les SVT, donc SVT, hein, c'est pas Sciences et Vie de la Terre, hein, ça va, je me débrouillais. C'est les spécialistes en valeur du trésor, donc c'est certaines banques entre autres. L'AFT a mis en place un marché secondaire permettant aux particuliers d'acheter et de vendre facilement des obligations assimilables du Trésor, OAT, les emprunts émis par la République française qui bénéficient du crédit et de la signature de l'État. L'investisseur particulier peut acheter des OAT à taux fixe de maturité de 2 à 50 ans qui lui sont remboursés en une seule fois à l'échéance
après avoir perçu chaque année les intérêts ou coupons. Il peut aussi acheter des OAT indexés. Le marché des OAT est accessible à tous. Pour les particuliers, ce sont des instruments de placement qui répondent à des besoins très différents. Revenus réguliers, protection contre l'inflation, capitalisation pour compléter les pensions de retraite ou pour financer un projet, diversification de patrimoine. Donc moi, ce serait par exemple pour diversifier mon patrimoine, je me dis tiens, j'ai des actions, et ben j'aimerais aussi avoir des obligations, en sachant que j'ai toujours entendu que les obligations c'était moins risqué que les actions. Alors ensuite, il continue sur un marché secondaire organisé. Comme tout autre titre ou valeur mobilière, les OAT sont cessibles en bourse. Donc il faut être investi en bourse, faut avoir un compte qui permet d'accéder à la bourse. Donc les OAT sont cessibles en bourse à tout moment au prix du marché. L'organisation des transactions sur les OAT a fait l'objet en 2005 d'une modernisation sous l'égide de l'État afin que ce marché soit adapté aux besoins des investisseurs particuliers. Le marché des OAT aux particuliers géré par Euronext, donc Euronext, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, Euronext, c'est ceux qui gèrent la bourse de Paris, Amsterdam, Milan, etc. Donc c'est l'entreprise qui gère la bourse en Europe afin que ce marché soit adapté aux besoins des investisseurs particuliers. Le marché des OAT aux particuliers géré par Euronext fonctionne selon la réglementation boursière en vigueur et en respecte les règles de transparence et d'information. Ce marché offre la liquidité du marché, donc les OAT bénéficient d'une grande liquidité. En effet, des établissements français teneurs de marché se sont engagés à animer les transactions. Ce marché est organisé par Euronext. Passation des ordres. Les ordres peuvent être passés, les ordres peuvent être passés de manière traditionnelle auprès des intermédiaires financiers ou via les courtiers en ligne. Enfin, il y a une partie fiscalité, donc ça aussi, ça m'intéresse. Fiscalité des OAT. L'article 28 de la loi numéro 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie les modalités d'imposition des gains et des revenus issus du capital. Depuis le 1er janvier 2018, ces gains et revenus issus du capital sont soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, IR, de plein droit à une taxation forfaitaire au taux de 12,8%, en application du 1 de l'article 200A du Code général des impôts. S'y ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2%. Donc concrètement, ça fait la flat tax à 30%. 12,8 plus 17,2%, ça fait 30%. Cela étant, sur option express du contribuable, ces gains et revenus sont imposés, le cas échéant, suivant le barème de l'impôt sur le revenu. Cette option globale et irrévocable est opérée lors de la déclaration d'ensemble des revenus conformément aux dispositions du 2 de l'article 200A du CGI. S'agissant, j'ai bientôt fini. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts des OAT et des emprunts d'État perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis à une imposition forfaitaire ou imposés suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu l'année suivant celle de leur perception, après avoir supporté l'année même de leur perception un prélèvement forfaitaire non libératoire, entre guillemets à compte, au taux de 12,8%, imposition à laquelle il convient d'ajouter les prélèvements sociaux, donc c'est 17,2, sur les produits de placement au taux global de 17,2%. Donc ça on connaît, c'est la fameuse flat tax, donc ceux qui sont en bourse, voilà, ils connaissent, enfin ceux qui sont investisseurs connaissent forcément cette flat tax de 30%. Ce prélèvement forfaitaire obligatoire s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué conformément aux dispositions prévues au 1 du 5 de l'article 125A du CGI. Donc, en résumé, vous pouvez avoir des OAT, mais il faut passer par la banque ou les courtiers en bourse. C'est imposé à la flat tax de 30% sur les gains. C'est liquide parce que vous passez par la plateforme Euronext. Et enfin, ça je vous l'ai pas dit, l'OAT pour le 25 mai 2034, donc l'OAT à 10 ans selon l'agence France Trésor, il est seulement de 1,25%. Donc clairement, moi ça m'intéresse pas du tout. Vous imaginez, vous prêtez 10 000 euros, vous allez avoir 1,25% de 10 000 euros tous les ans sous forme de coupon pendant 10 ans et à la fin on vous restitue les 10 000 euros. 1,25%, c'est pas ouf, hein. Là, ça me permet pas de lutter contre l'inflation. Ça me permet juste, entre guillemets, de diversifier mon patrimoine. Et donc, ce qui m'amène à la troisième partie.
Eh oui, la fameuse, la dernière, c'est bientôt terminé, t'inquiète. Cette troisième et dernière partie, c'est la plus intéressante pour vous, je pense. C'est véridique, c'est vraiment du pratico-pratique et je pense qu'elle vous aidera au quotidien. Pour ma part, j'estime que presque tout est négociable. Quand je dis presque tout, parce qu'il y a des choses qui sont pas négociables, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont négociables. Et pour ma part, je ne paye, écoutez bien, je ne paye pas ma carte bleue. Ça se négocie parce que je suis un très bon client, parce que je suis fidèle à ma banque. Je ne paye pas ma carte bleue. Donc chaque année, je suis exonéré des frais en lien avec ma carte bancaire. Et je ne suis pas dans une banque en ligne. Je vous dirai pas laquelle c'est, ma banque classique, mais c'est une banque très connue. Et je ne paye pas ma carte bleue. Il suffit juste de dire je ne souhaite pas payer ma carte bleue. Et eux, en général, sont capables de faire un geste commercial. C'est la même chose pour les frais de tenue de compte. Les frais de tenue de compte qui sont de l'ordre de 2 à 3 euros par mois, ça aussi, je les ai fait sauter. Alors vous allez me dire, mais comment? Eh ben c'est simple, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Alors bien sûr, ils disent que c'est pas possible, que c'est le règlement, etc. Mais vous inquiétez pas pour eux, ils savent très bien magouiller, ils savent très bien convaincre leur patron de l'intérêt de garder tel ou tel client, hein. Vous savez qu'on a des profils, hein. Si vous êtes un bon client, vous n'êtes jamais endetté, etc., vous gagnez des bons revenus, ou du moins vous êtes un minimum sérieux, vous avez des garanties, hein. Je le disais dans une précédente vidéo, faut toujours avoir voilà, la banque, elle te prête de l'argent à condition que tu aies des garanties, hein. Voilà, hein, c'est pas Mère Teresa. Eh ben, vous pouvez améliorer un petit peu votre quotidien en vous exonérant de certains frais bancaires. C'est une marge de manœuvre possible. Pareil, autre chose, si vous souhaitez faire un prêt, par exemple pour un prêt immobilier, et que vous avez des enfants ou pas encore, eh bien, il y a un levier possible. C'est un banquier qui me l'a dit, hein, donc je l'invente pas. Euh, Quand vous avez un peu de mal à obtenir votre prêt, vous pouvez garder comme argument suivant: si j'effectue un prêt chez vous, et que vous me faites un taux intéressant, un taux d'intérêt intéressant, eh bien, je pourrais ouvrir des comptes dans votre banque à travers mes enfants. Donc, je pourrais vous apporter d'autres clients. Et ça, en général, ils aiment parce que généralement, si vos enfants, vous leur ouvrez un compte dans votre banque, et voilà, ils savent que ça va être du long terme et donc du coup ça va être gagnant pour eux. Ils auront des nouveaux clients et donc ils seront bien vus par leur banque. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, à partager, à me dire tout ce que tu penses de tout cela en commentaire. Je sais que c'était long, mais je voulais vous informer de la manière la plus claire, la plus loyale et la plus appropriée. Au revoir, à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!